Alors, donc, Monsieur le Président l'a dit, je suis architecte, urbaniste et paysagiste, par ailleurs paysagiste conseil de l'État, en poste actuellement sur Paris, le département de Paris, c'est-à-dire la ville de Paris, département simple. Voilà, ce qui dit quelque chose aussi sur cette notion de paysage. Hein. Paris est un paysage aussi, on y reviendra. Je suis par ailleurs un des membres fondateurs du collectif Paysage de l'après-pétrole, qui travaille, comme disait Monsieur le Président, à essayer de projeter le paysage et de non pas de voir ce qui se passe après et en étant parfois déçu. On l'a vu avec la généralisation de la voiture dans les années 60-70 et ce que ça peut provoquer dans ce qu'on a appelé les entrées de ville, on y reviendra. Et je suis également, et je m'arrêterai là, membre du Conseil scientifique international de l'ICOMOS Cultural Landscape. Il y a des conseils scientifiques au niveau international à l'ICOMOS spécialisés, il y en a un sur les paysages. Voilà, donc c'est des réflexions sur cette question-là à l'échelle mondiale. Nous étions il y a 2 semaines à Marrakech pour réfléchir à l'évolution des paysages du monde, puisque c'est une question mondiale. Voilà. Comme l'a très bien dit Monsieur le Président, et c'est un peu ce que vous retrouvez dans le titre que je vous ai proposé ici, voilà, nous vivons dans le paysage, nous sommes tous en paysage, j'y reviendrai aussi, mais par rapport aux travaux qui vont être montrés aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rentrer dans le terme même de paysage et de voir comment le paysage devient un outil de projet, un outil qui permet de dérouler une démarche dont l'objectif est de concevoir des paysages contemporains dans lesquels on se sente bien, dans lesquels on se reconnaisse. Voilà, on vit pas forcément dans un SRADET, je ne suis pas certain qu'on vive dans un SCOT, je ne suis pas certain que la vie dans un PUI soit très évidente à imaginer. En revanche, tous ici dans la salle et tous les habitants savent ce que c'est que de vivre dans un paysage, savent ce que c'est que d'y être bien, de l'apprécier, de s'y reconnaître, d'avoir une relation identitaire avec son paysage, et parfois d'être choqué, on y reviendra aussi, par certains types d'évolution. Voilà. Donc c'est ça que je vais essayer de dérouler pendant 40 minutes. C'est comment, sous ce terme-là, on a matière à outils de travail pour les métiers que nous faisons, les métiers et les missions, excusez-moi, mesdames et messieurs les élus, que nous menons sur nos territoires. Alors, où est le bouton ? Voilà, être en paysage. Alors, vous verrez des paysages de la Drôme, ils sont d'une grande diversité, j'y reviendrai aussi. C'est une des grandes richesses d'un département que d'avoir des paysages aussi différents. Mais cette question de paysage, elle est aujourd'hui compliquée à manipuler, à utiliser. Elle rend parfois compliqué les débats parce qu'elle est pleine de confusion. Beaucoup d'entre vous connaissent cette page d'Astérix parce que pour les uns, le paysage fait référence à la protection. On protégerait un paysage comme on protégerait une église du 12e, une cathédrale du 13e. Voilà. Il n'y a pas de paysage du 12e. On n'est jamais que dans un paysage contemporain. Et Monsieur le Président précisait on voit bien sur les photos de l'Observatoire que les paysages, qu'on le veuille ou non, se transforment, et que les changements de nos sociétés, nos changements technologiques, nos changements économiques fabriquent un nouveau paysage. Donc, la notion de protection sur un paysage n'a pas le même sens que pour un monument. Il faut l'avoir en tête. La seconde confusion, c'est que souvent le paysage fait du vert. Soit la campagne, soit la verdure qu'on viendrait rajouter. On nous demande souvent, à nous les professionnels, de venir
paysager un lotissement, ou devenir paysager un rond-point, si je pousse le bouchon un peu loin. C'est le lotissement, le paysage. C'est pas le vert qu'on rajouterait pour... c'est la façon dont on va concevoir ce nouveau quartier par une procédure administrative qui s'appelle lotissement, mais c'est un nouveau paysage urbain qu'on va fabriquer. Donc voilà, c'est toutes ces confusions-là qui rendent parfois le mot difficile à utiliser au quotidien quand on est en responsabilité ou quand on fait les métiers qui sont les nôtres, les vôtres, les urbanistes, etc. Ces paysages se fabriquent tous les jours. On évoquait certaines transformations qui ont pu faire débat. Hein. On connaît tous l'entrée sud de Montélimar, on a les mêmes à Avignon, on a les mêmes à Draguignan, on a les mêmes à Amiens. Voilà, on sait que certaines transformations des paysages ne vont pas de soi. Le débat sur les entrées de ville, il date des années 70. C'est qu'on s'est plus vraiment reconnu, quoi. On ne se reconnaît plus. En plus, c'est pas très confortable, hein, mais il y a eu une sorte de traumatisme de l'évolution de la façon d'agrandir les villes, parce qu'on appelait ça entrée de ville, en fait c'est de la ville. C'était à l'entrée, hein. Et cette question-là a posé dès le début des années 70 la question du paysage comme peut-être une nouvelle donnée à prendre en compte quand on fabrique la ville et quand on gère les grands territoires forestiers, agricoles, etc., avec les évolutions technologiques. Donc, voilà, on est dans des paysages quotidiens urbains, on est à Donzère ici, pas très loin. Voilà, il y a des questions qui se posent dans des paysages très ruraux, quand un bâtiment nouveau doit arriver, quand la transition énergétique va être aussi à gérer dans la transformation de nos paysages. Hein. On sait que ça bouge. Voilà, les zones d'activité, le mot n'est pas très joli, mais voilà, vous connaissez ça. Les extensions urbaines, mon bras, ça va revenir de temps en temps dans les images, je me suis dit un attachement particulier. Mais voilà, les nouveaux quartiers qui viennent dans nos paysages quotidiens. Alors, les paysages, comme disait Monsieur le Président, ont toujours bougé, bougeront toujours. Et la question qui va se poser toute la journée, et que je vais essayer de décliner tout de suite, c'est comment on pose les termes d'une démarche qui assure que les nouveaux paysages qu'on est en train de concevoir et de créer sont de qualité. Et la question qui se pose à nous tous, c'est la qualité des paysages contemporains qu'on est en train de créer ou que l'on gère ici. Et c'est ça le déroulé que je vais faire maintenant. Alors, si je vous montre cette photo depuis le Ventoux, c'est pas neutre, c'est que quand on emploie le mot paysage, on n'emploie pas le mot territoire. Dans la définition de mot territoire, j'y reviendrai hier, mais on emploie un mot qui est apparu en Occident à la fin du Moyen-Âge. Le mot n'existait pas chez nous, le mot paysage. Le mot territoire existait en latin. Beaucoup d'historiens du paysage, de philosophes du paysage, pointent la naissance de cette notion-là, c'est-à-dire ce rapport au territoire, la notion de paysage, à l'ascension du Mont Ventoux par Pétrarque. C'est un petit texte de 30 pages que je vous conseille. Moi, je le relis 2 fois par an, 3 fois. Voilà, c'était la fin du Moyen-Âge, il habitait Avignon, à l'époque des papes. Et cette ascension, c'est une ascension allégorique. Un humain se permet de monter au sommet de la montagne, et de là-haut, il regarde une chose qui s'appelait pas le paysage puisque ça n'existait pas. Il a une émotion, il voit l'Italie, il voit certainement les baronnies et la Drôme, hein, comme je l'ai fait cet été. Et il a une émotion.
Et du coup, il sait que c'est grave, hein, parce qu'au Moyen-Âge, à la sortie du Moyen-Âge, vous êtes une créature parmi les créatures et personne ne se permet de porter un point de vue, un jugement sur la création. Voilà, vous risquez le bûcher à ce moment-là, c'est pas une plaisanterie. Donc tout de suite, dans sa lettre de 30 pages, tout de suite, il ouvre Saint-Augustin qui lui dit « Mais qui es-tu, toi, créature parmi les créatures, te permettre de porter un jugement sur la création, les bords de mer, les montagnes, etc. etc. » Il sauve sa peau en citant ce passage-là de Saint-Augustin dans les Confessions. Mais la chose était née, c'est-à-dire que l'individu occidental, individuellement, était monté sur un sommet et il a porté, lui, individu, un regard sur la création. Et ce regard s'est appelé, 3/4 de siècle plus tard, paysage chez les peintres hollandais qui ont inventé le mot Landschap pour désigner cette notion qui n'existait pas en Occident, qui existait en Chine depuis le VIe siècle. Si je passe un peu de temps sur cette notion-là, c'est que le paysage n'est pas une chose. On a vécu des millénaires sans paysage. Le territoire est une chose. On peut le mesurer, on peut faire des analyses, on peut, les géologues, les naturalistes, etc. Le paysage, c'est une relation que l'on a à cette chose. Voilà. Donc c'est un terme culturel, et c'est une dimension culturelle. Pour autant, tel que cette relation est définie aujourd'hui dans la loi, parce que ça rend les choses compliquées de les poser comme ça dès le départ, mais telles qu'elles sont posées aujourd'hui dans la loi, ça c'est une peinture de la fin du XIVe siècle, vue du Mont Ventoux, Avignon bien entendu à droite où j'habite, et puis le Mont Ventoux au fond, pour dire que les peintures de paysage n'existaient pas avant que le concept de paysage n'existe. On ne pouvait pas représenter une chose qui n'existait pas. On ne pouvait pas dessiner les choses en perspective, avec le point de fuite à partir du regard d'un être humain unique, son unique regard. La perspective n'a pu être inventée qu'après ce texte de Pétrarque, de même que les peintures de paysage n'ont pu être inventées qu'après ce texte de Pétrarque. Vous voyez ce que sont les peintures médiévales, avec les dorures au fond, etc. Comme quoi, c'est un petit texte important qui parle de notre pays, là, du pied du Ventoux. Voilà. Alors, il se trouve que ces réflexions qui ont démarré dans les années 70, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, ont amené l'ensemble des pays européens, les pays occidentaux en gros, qui vivaient les mêmes choses, et les mêmes désarrois par rapport à certaines transformations brutales des paysages, ont amené les pays européens au sein du Conseil de l'Europe à travailler, à essayer de construire une politique paysagère à l'échelle européenne. Européenne, Conseil de l'Europe, pas l'Union européenne, c'est plus vaste. Et au bout de quelques années de travaux internationaux, j'ai eu la chance de participer à Strasbourg, on se réunissait tous les mois. Les travaux ont abouti à cette définition qui va structurer tout le reste de ce que je vais vous dire. Définition qui est d'autant plus importante qu'elle a été intégrée à la loi française d'août 2016 sur la reconquête de la biodiversité et des paysages. Donc aujourd'hui, le juge peut faire référence à cette définition du Conseil de l'Europe quand il a auprès de vous, ou contre nous, des contentieux sur lesquels il doit donner une suite. Cette définition, elle nous dit que le paysage, c'est une partie de territoire, donc ça part bien du territoire, tel que perçu par les populations. C'est-à-dire que c'est pas le territoire, nous on va pas ça à nouveau, c'est les territoires tels que perçus par les populations.
Bon, et après, dans la discussion, les anglo-saxons nous ont demandé de rajouter les choses voilà, sur les interrelations naturelles et humaines. Enfin, c'était un débat assez intéressant entre les Méditerranéens que nous sommes, hein, les gens du Sud, les Latins, et les anglo-saxons. Pour nous, tout était dans territoire déjà. Territoire dit ce que dit la phrase, voilà. Mais quand on fait des textes internationaux, il faut toujours lâcher un peu pour tous se comprendre. Le mot paysage en anglais n'a pas le même sens que chez nous. Ça montre bien que c'est pas une chose. Et donc vous voyez bien que je les ai mis en couleur, il y a 3 parties fondamentales dans cette définition. Partie de territoire, donc territoire, perçu, donc les perceptions, et par les populations, le les au pluriel est fondamental, et tous les élus de la salle savent à quel point le pluriel des populations n'est pas une chose à négliger. Et ça veut dire les cultures de chacun aussi, et ses représentations. Alors, je vais rapidement passer sur la première partie du terme, c'est que les parties de territoire qui font paysage, quand on traverse la Drôme, je l'ai refait cet été avec grand plaisir, mais rassurez-vous, je passe très très vite. Voilà. On a une diversité, on retrouve évidemment, une diversité des paysages absolument qui est une grande richesse pour tout territoire, qui est une grande richesse que tout le monde sait à peu près percevoir et auquel tout le monde est attaché. C'est le contraire de la mondialisation. On veut habiter quelque part. Et on veut que ce quelque part ressemble à cet endroit-là, que l'on connaît, que l'on aime, dans lequel on s'identifie, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est figé, mais ça veut dire qu'il doit rester différent des autres. Et c'est ce qui, dans l'outil qui a été proposé par la Convention européenne du paysage, c'est-à-dire de faire des atlas des paysages, c'est-à-dire comment faire une cartographie de ces différents paysages, c'est ce qui, dans cette démarche méthodologique, a été appelé les unités de paysage. Voilà. Donc on est dans la couche partie de territoire de la définition, on déroulera les autres. Ça veut dire très simplement que là c'est l'atlas des paysages de Vaucluse que j'avais réalisé il y a quelque temps, qui a fait l'objet d'une révision, parce que des atlas ça se révise à peu près tous les 10 ans, non pas parce que les unités de paysage changent de périmètre, mais parce que les enjeux se transforment, et puis les outils de médiation aussi, le nouveau, il est sur Internet, il y a des approches sociologiques également pour les populations qui ont été intégrées aux méthodes. Donc vous voyez que sur un département comme celui du Vaucluse, il y a à peu près 25 unités de paysages différents. Et la question qu'on a à gérer en tant que responsable de ces territoires, élus ou techniciens, c'est comment je gère cette diversité dans la durée. Qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, je vais gérer la forêt de telle façon, ou dessiner le profil des routes de tel autre, ou faire le nouveau quartier ou le lotissement de tel autre, qui à chaque fois se cale sur ces structures paysagères propres à chacun d'eux. Alors, je vous montre rapidement, et c'est l'utilité des blocs diagrammes sur cette première couche de la notion de paysage, qui est de montrer comment chacune de ces unités de paysage peut se caractériser à travers un bloc diagramme qui combine ce qu'on appelle, ce que la loi, en 93, la première loi de paysage, appelle les structures paysagères. J'ai toutes les définitions avec moi, si on veut passer du temps après sur les définitions, c'est important, mais c'est dans la loi ces mots-là. Donc on peut s'en servir, et un juge peut s'en servir. J'attire l'attention là-dessus. S'il y a un conflit par rapport à des changements de paysage et que vous êtes attaqué sur votre PLU et tout, voilà, il y a des mots définis dans la loi. Et le juge, il va se référer à ça, donc c'est pas tout à fait anodin de passer vite à ça. Unité de paysage, voilà, dans le Vaucluse, je vous en montre que quelques-unes, mais voilà. C'est des endroits qui sont nulle part.
C'est pas un morceau de carte IGN c'est un endroit qui n'existe pas, c'est un endroit où on a réuni toutes les structures paysagères de cette unité de paysage-là, et tout le monde reconnaît que on est dans la vallée du Calavant, ou on est sur le plateau de Sceaux, ou on est sur la vallée de la Durance, etc. Alors que l'endroit n'existe pas. Mais tout de suite on le reconnaît. Et c'est ça l'unité de paysage. J'ai organisé des structures paysagères. Alors vous voyez qu'il y a de l'agricole, il y a du bâti, il y a du forestier, etc. L'unité de paysage, c'est pas paysage forestier, paysage agricole, paysage périurbain, paysage... Donc on se reconnaît plus. Voilà. Alors bien sûr, on le sait, cette partie morphologique, territoriale de la notion de paysage, elle est fondée sur la géologie, sur l'hydrologie, bien évidemment. Vous connaissez tout ça. On est dans la géographie physique, la géographie historique, qui permet de donner les bases de la manière de projeter. Ici, j'ai pris un exemple d'un travail de Philippe Madec, un architecte urbaniste breton, sur un projet qu'il a fait en Bretagne, qui montre bien que quand on a une extension urbaine à faire et qu'on part de cette dimension physique, et ben ça veut dire se caler sur les lignes d'eau, la gravitation universelle, les grandes lignes du parcellaire agricole qui étaient là avant, etc., etc. Et que quand on travaille à partir de ces données physiques, de cette partie de territoire, comme dit la définition, eh ben on répond déjà à un des enjeux et une des couches de la notion de paysage. Mais si on en reste là, on n'est pas encore dans le paysage. On est encore dans le territoire et la géographie. La deuxième partie de la définition, c'est telle que perçue. Et donc, ça évoque la question des perceptions sensibles au sens des sens, de nos 5 sens, et notamment le sens de la vue. Ici, on est à Lacoste, dans le Vaucluse, il y a Beaulieu en face. Et monsieur le maire de Lacoste et le conseil municipal ont aménagé ce belvédère. C'est-à-dire que ce point de vue de Lacoste vers Beaulieu représente certainement une valeur pour les habitants de Lacoste. Il y a peut-être la réciproque en face, même s'ils se détestent depuis 5 siècles, parce qu'il y avait les Vaudois et les catholiques, et vous savez vous connaissez ça dans la Drôme aussi. Voilà. Et quand cette notion d'être en relation visuelle, d'avoir un belvédère, quelque chose qui nous touche, qui nous émeut, auquel on tient, ça fait partie du travail sur le projet de paysage. Imaginons que dans le PLU de Lacoste, la parcelle à gauche de la maison de droite soit constructible à la même hauteur que la maison de droite, si on n'a pas pris garde. Et ben ce beau travail d'aménager un belvédère auquel tout le monde est très attaché, peut sauter sur un simple permis sans que personne ne le voit venir si on l'a pas posé dans le PLU. Alors, là j'ai pris un petit exemple, je sais pas si c'est arrivé, mais dans le Gard, quand on arrive à Luçon, dans le Gard, et ça montre aussi l'importance de cette notion de perception sensible dans les projets de territoire, dont je vous montrerai des exemples après. Quand on arrive à Luçon par la départementale, on arrive d'Avignon, en l'occurrence, à Uzès, voilà, on a cette superbe silhouette, et puis quand on descend, voilà, il y a le transfo. Et alors, il y a plein de raisons de l'avoir mis là, certainement. Et peut-être le foncier qu'on avait sous la main qui a permis de ça. Mais si on pose parmi les critères de localisation de tel ou tel équipement dont on a besoin, cette notion de perception d'une entrée de village, d'une entrée de ville par exemple, où on a une superbe silhouette historique auquel tout le monde est attaché, bah peut-être qu'on va y réfléchir à 2 fois avant de poser le transfo là, qu'on va peut-être chercher si on n'a pas une solution ailleurs. Ah. Si on ne le pose pas dans le PLU, on ne s'en rend compte qu'après. Les notions de perception dans les documents d'urbanisme, c'est un grand plan d'évolution. Ça bouge, là, ça y est. Voilà. J'avais travaillé sur le SCOT avant que ce soit une métropole, sur l'agglomération Nice-Côte d'Azur, voilà, où la notion de belvédère, de balcon, de grande vue sur les paysages de cette agglomération sont fondamentaux, et on a fait une carte à l'échelle du SCOT Nice-Côte d'Azur,
une carte des lignes de vue, c'est-à-dire des itinéraires, et des points de vue auxquels tout le monde est attaché. Une carte comme ça, c'est une carte avec beaucoup de discussions, beaucoup de comités de pilotage, beaucoup de réunions publiques. Hein. Ça ne sort pas du chapeau d'un technicien paysagiste, comme je peux l'être. C'est des débats, parce que c'est des choses, c'est du patrimoine commun, des choses auxquelles on est attaché, et des points de vue, il y en a des milliards. Donc on va pas mettre des milliards de points de vue sur un territoire, sinon ça va devenir compliqué à gérer. Quelles sont celles auxquelles on est vraiment tous très attachés? On les pose, et du coup on fait quoi depuis ces points de vue? Comment on dessine nos PLU depuis ces points de vue? Qu'est-ce qu'on demande dans le volet paysager d'un permis de construire par rapport à ces points de vue? On a tous vu dans les permis de construire la Perse qui est demandée depuis la loi de 93 parce qu'il fallait montrer l'impact sur le paysage, je ne donne moins d'impact, on va venir dans le débat. Voilà, s'il y a des points de vue depuis lesquels on veut voir le nouveau bâtiment, le nouvel équipement, c'est peut-être les points de vue qui ont une importance qui a été posée dans le PLU ou dans le SCOT. Dans le SCOT, puis dans le PLU. Voilà. Sur Marseille, on avait fait, sur la métropole marseillaise, on avait fait le même boulot. Sur chacun de ces points de vue, on avait décliné les enjeux. Voilà. Alors, par exemple, j'ai pris les éoliennes de Donzère. On sait que les éoliennes, c'est typiquement sur cette deuxième couche de la notion de paysage, la notion de perception visuelle, il y a un débat, parfois assez chaud, sur la façon dont on perçoit les choses. Je les vois pas. Si je les vois, je les aime pas. Ça, c'est la troisième couche. On va y venir maintenant. Mais cette question de point de vue, elle a une grande importance dans la gestion des territoires, et les élus y sont confrontés. Et la troisième dimension, c'est telle que perçue par les populations avec ce pluriel, c'est la culture et l'identité de chacun. Et c'est la valeur que l'on donne, chacun, en étant nombreux, ou chacun individuellement, ou chacun familialement, ou chacun dans son groupe, donne à telle ou telle partie de territoire. C'est ce qui se passe aussi quand l'État décide de mettre en loi de 30 ce qu'on appelle les sites, depuis la loi de 30, c'est une valeur qu'on donne à une partie de territoire commune, et l'État le pose en tant que règlement. Voilà. Les peintres participent beaucoup à cette valorisation de ces parties de territoire qui deviennent paysages. Alors, j'ai le nom du peintre là, vous le connaissez. Voilà, merci. Mais voilà, il y a Cézanne, la Sainte-Victoire, Cézanne, les peintres de Barbizon qui ont donné une valeur à la forêt de Fontainebleau, on sait. Alors ça en fait partie, mais les guides de l'office de tourisme aussi. Les photos qu'on met dans un guide qui est à l'office de tourisme, c'est une image de ce qu'on veut envoyer de soi. Tout ça, voilà. Donc c'est cette troisième couche culturelle, qui est une couche qui appelle la notion de paysage à ce qu'on connaît tous dans nos pratiques quotidiennes aujourd'hui, le travail qu'on appelait la concertation il y a une quinzaine d'années, la participation, maintenant la co-construction, et c'est encore en train d'évoluer. C'est que cette notion de paysage, c'est une grande invitation, et c'est dans la Convention européenne du paysage, c'est une grande invitation à faire avec les habitants de ces paysages. Parce que, je parlais de SRADET ou de SCOT tout à l'heure, une réunion publique sur un SRADET, c'est ramé. Alors que, en matière de paysage, tout le monde est expert. Tout le monde a un point de vue. Tout le monde sait de quoi on parle, même s'il faut redéfinir le terme. On a vu que c'était, et que c'est un merveilleux outil pour travailler sur le projet de PLU, travailler sur l'extension urbaine, etc. Voilà, vous connaissez ces démarches-là. Alors, je vais vous montrer à travers deux exemples, et puis ensuite je présenterai un ou deux documents, deux exemples comment concrètement, sur ces trois couches de la notion de paysage, un urbaniste qui est appelé à travailler par une collectivité ou par un service de l'État ou autre, prend en compte ces trois dimensions
pour répondre à la question du projet de territoire. Je vous prends un exemple que j'ai fait il y a longtemps, alors vous verrez, c'est dessiné à la main encore. Je sais pas si l'ordinateur était déjà inventé, je pense que oui. Mais voilà. C'est Saint-Véran. Saint-Véran, c'est la plus haute commune d'Europe. Et très patrimonial, très surveillé, la BF est très présent, il y a une population résidentielle très influente, hein, voilà, parce que dans les populations, il y a aussi des intérêts différents dans l'évolution du paysage. Hein. On ne rêve pas tous au même paysage. C'est un débat, c'est parfois un conflit, il faut savoir le poser aussi. C'est pas bisounours le paysage, c'est la vie, c'est la vraie vie. Donc là, à Saint-Véran, il y avait une grande partie des habitants qui souhaitaient étendre la commune, parce qu'il y a une activité qui marche bien, la station de ski, le tourisme, etc. Et puis, voilà, les enfants qui voulaient continuer à habiter Saint-Véran, hein, créer leur propre gîte, leur propre activité. Et puis d'autres qui veulent que Saint-Véran ne bouge pas. Voilà. On a acheté un bout de carte postale, on y tient, et ce qui est bon, enfin, c'est basique dans les départements un peu résidentiels comme les nôtres, hein, avec une forte présence. Voilà. Alors, nous avons appliqué. Donc la question, c'était, je vais montrer. Voilà. C'était comment étendre le village. Alors, un premier travail avait été fait par un architecte du patrimoine qui avait défini une extension, qui avait fait un travail patrimonial très très approfondi, qui avait défini une zone d'extension de Saint-Véran. Tout le procédé des plans d'occupation des sols à l'époque, il avait défini, fait sous le chapeau d'une ZPPUP, hein, zone protection architecturale et paysagère, cette zone d'extension de Saint-Véran, et tout le monde avait validé ce projet, avait validé la révision du POS qui en découlait. Donc l'ABF, l'inspecteur des sites, les habitants, les propriétaires du foncier, etc. L'AFU, parce qu'ils avaient monté une association foncière urbaine, parce que le parcellaire est extrêmement petit là-bas, pas de projet possible sans restructuration foncière par une association foncière urbaine. Et lorsque donc tout allait bien, et lorsque un aménageur, à la demande de l'AFU des propriétaires, a dessiné un projet et fait une visualisation de ce projet vu d'en face, tout le monde a pris peur, parce qu'en fait, tout ce travail avait été fait à plat sur plan, et personne n'avait vraiment imaginé ce que, en termes de point de vue et de impact, entre guillemets, depuis les points de vue auxquels tout le monde tenait, que ça aurait. Et donc, quand la première fois que l'aménageur a montré son travail sous forme de cette perce, ça a fait exploser tout le processus de projet. Donc c'est parti en conflit entre tout le monde et tout le monde, l'État, la commune, l'AFU, le géomètre, tous les gens qui étaient impliqués, qui avaient perdu des sous, du temps, voilà, de la valeur dans tout ça. Et au bout de 10 ans, l'État a dit, moins de 10 ans, mais l'État a dit, je repaye une étude, voilà, je prends sur moi, la BFI, je prends sur moi, et je voudrais que l'étude soit une étude paysagère. On approche ce projet par le paysage, et non plus par le patrimoine, ça veut pas dire que l'État aussi que le patrimoine sur le compte. Voilà. Et donc, dans cette étude, on est parti sur les 3 couches, voilà, que je vais passer rapidement. C'est-à-dire qu'on a regardé, parce que la silhouette de Saint-Véran est quelque chose de très apprécié. Quand on arrive par la route, on voit Saint-Véran se détacher sur le ciel, alors que Saint-Véran est à mi-pente. Pourquoi ça se détache sur le ciel? Pourquoi ça fait silhouette comme ça? Pourquoi, voilà. On sait l'importance de cette ligne entre la terre et le ciel. Là, dès qu'on y pose quelque chose, c'est hyper important. C'est des lignes inscrites dans les pays aussi. Voilà. Donc, on a analysé la morphologie, la première couche, cette partie de territoire. On s'est rendu compte que, vous voyez, avec les taches rouges, que Saint-Véran était un basculement de la pente, de la grande pente, et c'est pour ça que le village
quand on arrive du bas par les routes, les grandes entrées, apparaît comme en crête, c'est qu'en fait, on est sur une rupture de pente, juste au-dessus de la rupture de pente. Et puis, il y avait des bâtiments qui avaient été implantés aussi, et on s'est rendu compte que certains bâtiments sautaient à la figure. Et donc, quand on parcourt ce versant, avec cette rupture de pente, on voit que c'est une tôle ondulée. Et que le village originel, lui, il était plutôt, vous voyez, hein, il était plutôt comme ça, il partait dans les combes, et que quand on implantait quelque chose là ou là, ça sautait à la figure. Voilà. Donc, la topographie nous aide, donc une analyse fine de la topographie nous aide à percevoir comment les perceptions visuelles qu'on va avoir des choses vont être douloureuses ou pas. Douloureuses sur les gencives, mais voilà. Donc, derrière ce travail sur la partie de territoire, on a abordé la troisième partie de la définition, les représentations qu'on avait en tête. Et on s'est rendu compte que les cartes postales anciennes, par exemple, elles étaient toujours prises des mêmes endroits. Que donc, celle-ci, par exemple, c'est un point de vue, c'est un chemin qui part vers l'Italie, vers l'Est. Et en fait, depuis un siècle, les photographes reproduisent cette même vue de Saint-Véran et que donc elle est inscrite dans notre patrimoine génétique, je dirais, de la représentation de Saint-Véran. Donc on a regardé quelles étaient toutes ces représentations symboliques que nous avions tous de ce village pour déterminer les points de vue depuis lesquels on devait étudier le projet. Voilà. Et on a posé, et là aussi, c'est le résultat de X comités de pilotage, vous imaginez bien que tout ça, on a posé sur une carte les points de vue depuis lesquels on devait étudier le projet d'extension de Saint-Véran. Voilà. Et depuis chaque point de vue, alors, à Saint-Véran, on dit qu'il fait 360 jours de soleil, mais à chaque fois qu'on y est allé, il y avait de la brume et de la neige, mais c'est comme ça. À Saint-Nazaire, quand j'y vais, tu sais, je dois porter malheur. Enfin, depuis chaque point de vue, vous voyez que je travaillais pas à l'ordinateur à l'époque, on a mis sur la photo, puis sur le plan, les zones où vraiment c'était pas possible de venir construire quelque chose, puis les zones peut-être, où on pouvait se permettre de faire des choses. Voilà. Donc depuis chaque point de vue, on a des zones non vues en blanc, des zones très vues, chaque point de vue retenu par le comité de pilotage et les habitants et l'ABF et l'inspecteur des sites. C'est pas les points de vue du paysagiste du coin qui était là de passage. Voilà. Bon, je vous passe, mais voilà. Et on a regardé aussi les points de vue depuis l'intérieur du village. Vous parliez, monsieur le président, monsieur le maire, de ces points de vue depuis la fenêtre. C'est fondamental. Voilà. Quand on dessine un immeuble, pour des gens qui vont y habiter, si on prend pas en considération le point de vue qu'on aura depuis son salon quand on sera assis sur sa banquette, on n'a pas fait le travail sur le paysage qu'on devait faire. Donc ça va jusqu'à dans le salon de chacun d'entre nous. Donc les points de vue depuis l'intérieur qui existent aujourd'hui sur la montagne, sur la vallée, etc., qui font partie de cette approche méthodologique. Voilà. Alors je passe sur chaque point de vue. Et ce travail sur les points de vue nous a permis de déterminer ces patates vertes là, qui sont des zones où on peut agrandir, sur lesquelles on peut agrandir Saint-Véran, en esquissant en rouge, parce que c'est la pente, hein, mais c'est une zone très très pentue. L'urbanisme de pente, c'est un sujet que vous connaissez bien, qui demande particulièrement d'attention. On va attendre d'en discuter, je pense. Et à partir de là, alors, validation, et à partir de là, on a fait un travail de plan de masse très détaillé, parce qu'il faut s'adapter à la pente. Les niveaux NGF, là, sont très précis, hein. On a un raccord, alors qu'on n'est pas dans du projet, on est dans de l'urbanisme encore, hein. Faire une OAP dans des zones pentues, dans des communes de montagne ou de collines, une OAP, ça veut dire des relevés de géomètres, hein. Il faudrait qu'on ait des relevés de géomètres dans ces phases d'urbanisme. Je lance le message. Peut-être créer des budgets, monsieur le conseiller départemental, des communes, sur des parties très pentues. Sinon, on peut dessiner tout ce qu'on veut sur les documents d'urbanisme, ça va faire mal.
Et puis, bon voilà, après on a fait des représentations sur le plan de l'architecture, on est resté dans les volumétriques traditionnels. Voilà. Mais on était arrivé au bout d'un an et demi de travail, en travaillant sur ces 3 couches, les représentations culturelles, la morphologie du territoire et les perceptions visuelles, à un projet d'extension de Saint-Véran qui avait obtenu la validation de l'ensemble du comité de pilotage, les propriétaires, la mairie, les services de l'État, etc. Bon, je crois qu'ils l'ont toujours pas fait. J'arrive au bout. Hein. Il reste 5 minutes. Voilà. Alors, je vais vous montrer merci, Frédéric. Voilà. Mais pour vous montrer que c'est du très concret. Cette définition du paysage, hein, on travaille avec et on fait du projet. Oui, et ils ont toujours rien démarré parce que les contentieux sont toujours en route et à mon avis, ils ne sont pas sortis avant longtemps. Voilà. Ça se fait à d'autres échelles. Ça, c'est un travail que j'ai fait sur un syndicat intercommunal, Sicoval, sud-est de Toulouse, où le classement patrimoine mondial du canal oblige l'État français à protéger en loi de 30 des périmètres. Et que par ailleurs, c'est la partie très industrielle et de développement de l'agglomération toulousaine. Hein. Donc l'État et les collectivités se sont mis d'accord pour confier à un paysagiste un travail pour concevoir quelles seraient les limites d'urbanisation et les limites. Voilà. Alors je vais aller très très vite. Hein, la partie territoire, géographie physique que vous connaissez maintenant. Hein, voilà. Les parties, on le voit mieux là, sur les perceptions, d'où est-ce qu'on voit le canal depuis les routes, hein, d'où est-ce qu'on ne le voit plus. Le canal est un fond hein, là-bas. Vous voyez là que sur une opération d'urbanisme comme celle-ci, qui est récente, hein, depuis la route nationale, enfin, départementale maintenant, quand on travaille en peigne, on a les perceptions sur le canal, lequel tout le monde tient, et quand on travaille dans l'autre sens, on barre toutes les vues sur le canal et il disparaît. Voilà. Donc c'est des choses comme ça sur la deuxième couche, je vais vite, hein, ou les arrières, les urbanisations directement sur le canal. Voilà. Donc on a fait toute une série de schémas pour faire valider les principes. Je vais vite hein, sur les percées. Hein. Alors tant qu'on est dans des schémas comme ça, les discussions sont faciles parce que vous voyez qu'on ne met pas les limites communales, on ne met pas trop les choses qui peuvent renvoyer au PLU qui était en cours à cette époque-là. Validation progressive pour arriver à un plan, un schéma directeur de l'urbanisation sur l'ensemble du syndicat intercommunal qui va jusqu'à des choses très précises. Hein, sur des OAP de zones constructibles, on a réussi à garder des fenêtres sur le canal, etc., et donner des lignes sur des lignes d'objectifs paysagers à travers un cahier de prescription, et non pas de recommandation, sur ce que l'on va voir depuis le canal sur ces extensions urbaines. Voilà. Alors, très rapidement, Saint-Véran, il y avait les moyens, c'est l'État qui a payé. Sicoval, il y avait les moyens, c'est un grand syndicat intercommunal, urbain, l'État avait mis pas mal d'argent aussi, mais pour la plupart des petites communes, c'est plus compliqué, et sur le pitch Fort Calquier, je vous le laisserai, hein, bien entendu, tout ça est à votre disposition, on a fait le même travail, mais sous forme d'une charte qui peut être intégrée dans chaque commune dans son cahier des charges de révision de plan local d'urbanisme. Voilà, où vous voyez sur chaque couche de la notion de paysage les structures hydrauliques, les structures vertes, enfin la TVB que vous connaissez, les perceptions, qu'est-ce qu'on voit de tel village depuis tel point de vue d'entrée du village, comment ça fait crête, comment ça se détache sur le ciel, etc., de façon à en sortir un outil de travail concret que chaque commune peut appliquer sur son PLU si elle ne passe pas au PLU. PLU, dans le sud, en Provence, c'est pas encore très répandu. Les représentations culturelles, etc. Bon. Au vu de ce problème-là que nous rencontrons tous dans nos communes, sauf que par ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis adjoint maire à Avignon maintenant depuis 5 ans, donc je découvre aussi ce point de vue-là
sur les paysages, on change de point de vue à chaque fois et on découvre des nouvelles choses. En tant que paysagiste conseil de l'équivalent réal Île-de-France, on s'était rendu compte que les PLU, PLUI, les SCOP d'Île-de-France étaient très médiocres sur la dimension paysagère. Et donc on a proposé de rédiger ce qu'il fallait mettre dans les cahiers des charges de consultation des équipes pluridisciplinaires, faire des documents d'urbanisme. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour que dans la réponse, on trouve les questions qu'on se pose là sur ces 3 couches. Parce que si on ne met pas dans le cahier des charges, précisément, avec le travail sur chaque couche, eh ben on le sait tous, hein, c'est une mise en concurrence, et c'est souvent le moins cher ou un des moins chers qui l'emporte. Et si au paysage il y a 3 journées, alors que si on a fait une demande précise avec les 3 couches, il y en aura peut-être 25, celui qui propose 3 journées, il gagne l'appel d'offres. Et après, on va tous se plaindre, en disant, mais hein, c'est du copier-coller, c'est le résultat d'un processus. Donc on s'est dit, il faut intervenir au niveau du processus, là où ça se passe. C'est-à-dire les marchés d'études sur les documents. Voilà. Donc c'est accessible en ligne, hein, c'est toujours sur le site de la. Alors le paysage urbain, rapidement, je vais aller il me reste 5 minutes, à peine, hein, voilà. Donc paysage urbain, mais à la limite c'est la même chose. C'est la même chose, excusez-moi, c'est mon bras, mais voilà. Ce paysage urbain, quelle que soit l'échelle, la méthode est bonne. Voilà. Dans le paysage urbain, il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a les structures, on l'a vu sur Saint-Véran, il y a des fenêtres sur le paysage, hein, à Montbrun, il y a une magnifique belvédère qui est un peu plus loin, il y a des ruelles qui donnent, hein, il y a les endroits symboliques, hein, ça c'est un énigme qui s'est fait fusiller à cet endroit-là en 44. La semaine dernière, il y avait une fleur tous les ans. Ça fait 75 ans qu'il y a une fleur tous les ans. Voilà. C'est des endroits qui ont une charge symbolique forte, qui font partie de la notion de paysage. Voilà. Donc, on y reviendra cet après-midi avec Corinne Bourgerie, mais cette notion de paysage urbain et donc de l'espace public, quand on fait du paysage urbain, est absolument fondamental dans nos pratiques. On sait que ça bouge beaucoup, hein. Voilà. Ça, c'était au début du siècle, ça c'était les années 60, et voilà, ça c'est aujourd'hui. On sait que la place de la bagnole dans nos paysages urbains bouge et rebougera, et c'est des choses à prendre en compte. Hein. Si vous vous souvenez d'Avignon, ici c'était des parkings, hein, tout le long, hein, il y a 5 ans. Ah, aujourd'hui, ça a changé. Alors on a une tendance, et je vais aller vite. Le premier réflexe, c'est de faire ça, hein, c'est de mettre tout le monde dans des bandes comme ça. J'ai même vu des communes où vous aviez des bandes pour piétons rapides et piétons lents. Piétons lents qui regardent les vitrines ou piétons rapides qui vont au vélo. Donc on peut en rajouter. Et, or, j'ai pris un boulot qu'on a fait à Die. Ici, à Die, on a tout mesuré pour que si on veut y mettre des bagnoles et un parking, ça marche. Il suffit d'enlever une borne et prendre il faut qu'un espace public soit le plus neutre possible en termes de fonction, le contraire de la petite carte postale d'avant, le plus neutre possible pour qu'on puisse tout y faire et son contraire. Et qu'on ait le droit de changer la ville quand on est au conseil municipal, ou qu'on ait le droit 2 jours par an de dire on s'y gare là parce que dans les rues on fait le foire, et etc. Mais il faut que rien soit écrit en dur sur le sol pour empêcher les autres activités. Alors, on avait fait la place des Arcades à Nyons il y a longtemps, qui avait eu un prix national sur ce principe-là, et on a regardé que toutes les activités qui se passaient sur la place puissent s'y passer, le marché, les terrasses de bistrot qui n'existaient pas avant, tout était sur les voitures, et on a laissé une partie, si vous connaissez Nyons, une partie on se gare encore, mais on met son numéro de voiture et on a le droit à une demi-heure, 1 heure, etc. C'est gratuit, mais on a rien. Et si on dépasse l'heure, on a une prune. Et ça marche. C'est-à-dire qu'avec 29 places, il y a toujours des places libres, alors qu'avant, avec 90 places, on pouvait jamais s'y garer. Voilà. Alors, la question de la qualité du paysage urbain dans les PLU, c'est la qualité des rez-de-chaussée. Voilà, ça, c'est des actes à Paris. On est en train de faire ce genre de paysage urbain à Paris dans des actes contemporains. C'est dramatique. Donc, la question des rez-de-chaussée dans vos PLU, la question des points de vue depuis l'urbain vers l'extérieur,
Hein, ce sont des choses qui donnent une grande respiration. La biodiversité, je pense qu'on en reparlera aujourd'hui, c'est une nouvelle question. Les centres ont tendance à se verdir, voilà, ça se maîtrise là aussi. Change. Les questions d'albédo, les questions de stockage de carbone, la question des plantations. Les gens veulent être plus proches du vivant aujourd'hui. Hein, ça, c'est à Donzère. On avait aménagé, avec l'accord, dans le cadre d'une convention avec chaque riverain, aménager les fosses de plantation sur lesquelles les gens viennent planter, ils l'entretiennent, puis si un jour ils n'entretiennent plus, on bouche. Alors c'est bien parce que ça ne demande pas de travail au service de la mairie. C'est les riverains qui gèrent ça. Enfin, on connaît ça dans tous nos villages. Voilà. La question du zéro phyto qui se pose, la question de l'eau, je passe vite. La question ça c'est à Donzère aussi où voilà, on essaie par tous les moyens de stocker du carbone dans tous les projets. C'est un nouvel enjeu du paysage urbain. Et ici, c'était pour montrer l'ancienne rentrée dans les remparts de Donzère. Voilà. Donc vous le voyez, le paysage est une méthode, comme le disait ce philosophe de Lyon qui est mort il y a 2-3 ans maintenant, François Régonier. C'est une méthode. C'est pas une contrainte, c'est pas un règlement, c'est pas c'est joli, c'est moche, etc. C'est vraiment une méthode que nous pouvons tous nous emparer pour faire nos travaux de construire les paysages de demain. Merci.